Dr Habib Sitif. J'interpelle l'indulgence de Monsieur le Président pour bénéficier de 2 questions. OK? Pour le professeur Ahmed. Je demande votre avis quant au bilan de connectivité. On a toujours le réflexe de demander le bilan du SAP. C'est automatique, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce que dans le cas où on a un bilan de connectivité toujours négatif, est-ce que le patient ou la patiente est couvert ou bien à l'abri de risque de développer un SAP? Parce que la littérature dit que dans 30 à 40%, il y a risque de développer un SAP. Ce n'est pas votre expérience que va nous dire. Deuxième question, on parle du syndrome de HELP. Moi, je sais que dans la littérature, on parle de complications beaucoup plus biologiques, hémolyse et thrombopénie. Vous y convenez. Maintenant, à la fin de la grossesse, si la parturiente est exposée à un risque d'hémorragie, et on va s'expliquer sur le fait qu'elle développe déjà une thrombose artérielle ou veineuse. L'indication de l'héparine est recommandée. Dites-vous bien que dans un syndrome de HELP, et s'il y a un lupus systémique associé, il y a déjà un problème d'anémie et un problème de thrombopénie. Alors il y a un double risque. On met la malade sous héparine alors qu'il y a une thrombopénie. Votre conduite à tenir. C'est un peu délicat, je pense. Merci. Merci pour votre question. Alors, concernant la première, vous dites que lorsqu'un patient, une patiente présente donc des signes de connectivité, que vous demandez un bilan et qu'il est négatif. C'est ça? Alors, d'abord qu'on se mette bien d'accord, c'est quoi un bilan de connectivité? Là aussi, c'est le bilan d'auto-immunité dans le cadre de la connectivité. Quel type de connectivité? Donc déjà, c'est un bilan. Alors, on a tout. Vous parlez du lupus. Donc, si on parle de lupus, nous avons d'abord donc le bilan de dépistage, comme l'a dit Dr Terra, devant toute polyarthrite, lorsqu'il n'y a pas de cause autre et que je pense à une cause immunologique, je demande le facteur antinucléaire. À ce moment-là, j'associe, si j'ai assez d'arguments pour un lupus, je demande l'anticorps anti-DNA, précisément l'anti-DNA natif, et qu'il est positif. Maintenant, effectivement, un patient qui a un lupus, il n'a pas forcément un syndrome des antiphospholipides associé. Ce n'est pas tous les lupus qui font un syndrome des antiphospholipides. J'ai dit que lorsque nous avons un lupus, il est de rigueur de demander un bilan à la recherche du syndrome des antiphospholipides. Mais heureusement, ce n'est pas tous les patients qui ont un SAPL associé. Donc, un patient qui fait un lupus, donc je le traiterai comme lupus et ça s'arrête là. Et dans le cadre de la surveillance, effectivement, je demanderai assez régulièrement le bilan concernant le syndrome des antiphospholipides. Concernant le HELP syndrome est une complication qui n'est pas uniquement associée au syndrome des antiphospholipides. Ça aussi, il faut le savoir. Je pense qu'il y a des gynécologues dans la salle qui vous diront il y a, alors HELP syndrome, il y a la thrombopénie, il y a l'hémolyse et il y a aussi l'hypertransaminasémie, l'atteinte hépatique. Donc, dans ce cadre, le HELP syndrome peut également être dû à une autre cause, en dehors même d'une cause immunologique. Maintenant, lorsqu'il y a une thrombopénie sévère liée peut-être à un syndrome des antiphospholipides où la thrombose est très souvent la complication majeure de ce syndrome, il y a une thrombopénie, il y a un syndrome des antiphospholipides, bien sûr que je pèse le pour et le contre, je mets mon anticoagulation. Si mon anticoagulation, le risque hémorragique est peut-être plus majeur, je passerai aux échanges plasmatiques, je passerai aux immunoglobulines pour sauver mon patient. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et quand on parle d'un bilan de connectivité, les connectivites, c'est un monde. Il n'y a pas que le lupus, c'est énorme. Donc on ne peut pas dire un bilan de connectivité. Il faut cibler, il faut, de toutes les manières, comme on vous l'a dit, un dépistage d'abord par le test, par la recherche du facteur antinucléaire. Ensuite, on recherche ce qu'on appelle la cible antigénique.
Donc c'est un test de deuxième intention qui est fait en fonction du résultat donc, du premier test, c'est-à-dire de la recherche du facteur antinucléaire. Question s'il vous plaît. Oui. Comme vous l'avez bien précisé, le syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est surtout les complications thrombotiques, veineuses et artérielles, et le traitement repose sur les antivitamines K. Actuellement, il y a une place très importante pour les AOD, les anticoagulants oraux directs, tels que le Xarelto, le Pradaxa également. Au début, il y avait une petite phobie quant à ces traitements-là, parce que le problème qui se posait, c'est surtout l'antidote de ces médicaments qui n'existaient pas, surtout un patient qui se fait opérer en urgence. Que faire s'il est sous médicaments? Aujourd'hui, le problème, je pense qu'il est réglé, enfin, il est réglé parce qu'il y a l'antidote. Donc, actuellement, la tendance, c'est la prévention de ces risques thrombotiques, c'est surtout les anticoagulants oraux directs. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Merci pour la pertinence de la question et je pense que j'en ai fait très au cours de mon exposé en vous disant qu'effectivement l'AVK c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on précise et ce qu'on prescrit le plus dans notre pays. Il y a l'antidote certes monsieur, mais il y a aussi le prix et le remboursement au niveau de la CNAS. Donc aujourd'hui la place des anticorps anticoagulants nouveaux oraux à action directe sont prescrits, peuvent être prescrits dans le cadre du syndrome des antiphospholipides lorsqu'il y a nécessité à donner donc un relais après l'HBPM. Donc c'est dans la prévention secondaire lorsqu'il y a un événement thrombotique avéré. Oui, effectivement, c'est l'antivitamine K, enfin l'anticoagulant en particulier. Bon, pourquoi pas l'anticoagulant à action directe, oraux à action directe. Pour le moment, on reste avec notre vieille molécule, le Syntron, qu'on gère avec ce qu'on peut. Bonjour professeur, je suis docteur Hamish Delkser. Je voudrais parler au professeur Lakhdari qui parle d'éducation thérapeutique. Combien de temps faut-il consacrer à une consultation? Vous n'avez pas parlé de temps. Parce que dans la consultation de tous les jours, nous avons affaire à des gens qui ne savent même pas que la lombo-sciatique est due à un faux mouvement. Or, quand on fait réellement des consultations, on ne dépasse jamais 20 malades par jour. Or, il y a des confrères qui font 60-80 malades, 100 malades par jour. Faut-il qu'il me soit permis aussi d'interpeller les professeurs qui ont parlé de pédagogie. J'ai reçu de mon cabinet des étudiants en médecine qui sont vraiment nuls. Quand je dis nuls, ils sont vraiment nuls, alors qu'ils ont été admis en médecine avec des 19 ans en sciences islamiques. Et je voudrais aussi interpeller le professeur qui a parlé de recherche scientifique, que le dimanche n'est pas une journée adaptée à nous les médecins généralistes de cabinet. Je ne peux pas m'absenter pour assister à l'antibiothérapie. Merci. J'ai oublié une autre question que je voulais poser, parce que le craquement, à quoi est-il dû? Il y a des théories qui disent que c'est dû aux os, il y a des théories qui disent que c'est dû à des bulles de gaz qui se forment dans les articulations. Merci. Alors, vous voulez poser le problème du temps à consacrer à l'éducation thérapeutique. Je disais que l'éducation thérapeutique, elle est quand même continue, c'est tous les jours. Ce n'est pas en un jour que vous allez lui donner toutes ces informations. Vous allez lui apprendre, à chaque fois qu'il y ait une consultation, de lui apprendre quelque chose. Bien sûr, l'urgence aussi. Donc, il faut prendre le temps. Et parfois, dans un hôpital, on programme un atelier pour 1 heure, 2 heures d'éducation thérapeutique pour 10, 20, 30 malades. Donc, c'est un programme que l'on fait. Ce n'est pas ce qu'on consacre chaque jour. Mais à chaque fois, on peut répéter quelques notions d'urgence ou quelques notions d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qui est permis de faire. Donc, c'est quelque chose de continu, de tout le temps. Pour le reste, vous avez soulevé le problème de la formation. Finalement, ce n'est que votre avis qui vous dites ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas riche, ce n'est pas beau. Mais peut-être que ce n'est que votre avis. L'avis d'autres personnes est tout à fait respectueux, tout à fait bon, et que tout le monde trouve que ça marche et que nos médecins sont
Ils sont quand même bien formés et bien curieux. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Professeur Mousseria, s'il vous plaît. Un micro pour monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle. Je voudrais dire à M. Al-Khadari que finalement, maintenant, notre comportement en tant que médecin est différent de celui de nos aînés. Nous accordons plus de temps à nos malades, nous leur expliquons leur maladie, nous essayons également de sensibiliser la famille tout autour, et c'est tout ça, l'éducation thérapeutique, si tu veux. On en fait éducation thérapeutique, c'est notre boulot, c'est notre métier, c'est notre relation médecin-malade, il n'y a pas autre chose. Pour revenir, madame, pour abonder dans le même sens, dans ce que vous avez fait sur le sable, donc pour moi, notion d'avortement à répétition, bien sûr, thrombose artério-veineuse et VDRL positif égale sable. Voilà, VDRL, c'est-à-dire donc le test de la syphilis, hein, n'est-ce pas, le test non tréponémique. Le VDRL est non tréponémique, le TPHA est tréponémique, n'est-ce pas? Enfin, pour nos collègues... La dissociation syphilitique. TPHA et VDRL, donc, nous permettent de faire le diagnostic de la syphilis. Et c'est grâce au VDRL, donc, qui met en évidence les anticorps antiphospholipides ou anticardiolipides du tréponème, nous faisons le diagnostic de sable. Et je ne sais pas, finalement, quel est le rapport, quel serait le rapport avec la syphilis? En fait, la dissociation fait qu'il n'y a pas de syphilis. Ah non, il n'y a pas de syphilis, voilà. donc tout le monde... C'est-à-dire, pour les anticorps antiphospholipides. Hein. Je ne pourrais pas vous répondre, seulement pour dire que cette dissociation, lorsque les deux tests sont positifs, il s'agit de l'infection syphilitique, et cette dissociation, lorsqu'elle existe, est plus en faveur de la présence d'un syndrome des antiphospholipides. Il faut dire qu'aujourd'hui, on le demande presque plus, puisqu'on peut faire le test immunologique directement, donc on évite. On faisait ça à l'époque. Voilà. On ne le fait plus. Savoir si finalement en science on sait pour quelle raison le VDR classiquement positif dans la syphilis est également positif dans le sable. C'est tout. Par une interaction antigénique par rapport à la technique, c'est tout, mais il n'y a pas d'analogie en matière de... Il n'y a pas de rapport normalement. S'il vous plaît, une dernière question. S'il y a une dernière question. Je crois que c'est bon. J'aimerais, s'il vous plaît, commenter, aller dans le même sens que le professeur Al-Khadari concernant l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique fait partie intégrante de l'activité d'un professionnel de santé. Il est très important de prendre son temps avec son malade. Vous dites qu'une consultation de 20 malades, c'est tout à fait normal. Une consultation de 80, on n'en fera pas. C'est clair. Et le professeur Al-Khadari vous a très bien répondu en disant qu'il faut, même dans votre cabinet, organiser des séances d'éducation thérapeutique. Lorsque vous avez, je suppose que, je ne sais pas quel est le profil de vos patients, si vous avez des diabétiques, eh bien vous prendrez un après-midi, vous les convoquerez et vous leur ferez de l'éducation thérapeutique. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça doit marcher. Voilà. Je vous remercie. Merci, professeur Sahmed. Je crois qu'on va clôturer sur ça et j'invite tout le monde pour une pause café.